Aïssa, vide tes poches. Tout de suite. La voix de Charles Beaumont trancha le silence du manoir comme une lame glacée. Âgé de 62 ans, ce magnate de l'immobilier se tenait à l'entrée de la cuisine, bloquant la sortie de la femme de ménage qui travaillait pour lui depuis 8 mois. Aïssa Diallo, une femme noire de 35 ans, cessa de se sécher les mains avec un torchon et se tourna lentement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Charles avec un calme déconcertant, loin de la panique à laquelle il s'attendait. Quelque chose dans son regard semblait presque préparé. « Y a-t-il un problème, monsieur Beaumont ?» demanda-t-elle, sa voix gardant le professionnalisme habituel, mais avec une fermeté subtile que Charles n'avait jamais remarquée auparavant. « Ma femme m'a dit qu'un bracelet en diamant, d'une valeur de 15 000 $, a disparu de sa chambre, répondit-il. Vous êtes la seule à avoir nettoyé cette pièce aujourd'hui. Charles Beaumont avait bâti un empire immobilier en partant du principe que des gens comme Aïssa étaient prévisibles, contrôlables, facilement intimidés. Au fil des ans, il avait licencié des dizaines d'employés noirs pour des accusations similaires, toujours sans faire de vagues, par peur de poursuite ou de réputation ternie. Aïssa acquiesça lentement, comme si elle découvrait l'information, mais ses doigts ne tremblèrent pas tandis qu'elle pliait soigneusement le torchon. « Et vous avez pensé à moi, dit-elle. »« Intéressant. » « Ne compliquez pas les choses, poursuivit Charles, adoptant le ton condescendant qu'il utilisait dans ses négociations. Je sais que vous avez une fille à charge, que les temps sont durs. Peut-être avez-vous simplement confondu ce qui vous appartenait. Aïssa fit alors quelque chose d'inattendu, elle sourit. Pas un sourire nerveux ou soumis, mais celui de quelqu'un recevant la confirmation d'une intuition longuement mûrie. Monsieur Beaumont, dit-elle en sortant son téléphone avec des gestes délibérément lents, avant de vider mes poches, pourquoi ne pas appeler la police? Je suis sûr qu'il serait ravi d'enquêter sur un vol de 15 000 $. Charles hésita. L'attitude d'Aïssa ne correspondait pas au scénario qu'il avait imaginé. Une employée coupable aurait dû supplier, s'excuser, négocier. Pas proposer d'appeler la police avec l'assurance d'un avocat chevronné. Au cours des 8 derniers mois, Aïssa avait observé Charles attentivement. Elle avait noté son mépris envers les jardiniers hispaniques, ses remarques dédaigneuses envers les livreurs noirs, son regard chargé de préjugés dès qu'il croisait des gens comme elle. Elle avait entendu ses conversations téléphoniques sur les « paresseux » qui vivent des aides sociales, ses théories sur la prétendue criminalité innée de certaines personnes. « Ce n'est pas nécessaire si vous coopérez », tenta Charles. « Oh, mais j'insiste », l'interrompit Aïssa. « Et j'ai des choses intéressantes à montrer aux agents lorsqu'ils arriveront. » Son téléphone vibra, signalant un message. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, et son sourire s'élargit, rendant Charles soudain mal à l'aise dans sa propre maison. « Quel timing parfait !» murmura-t-elle en tapant une réponse rapide. « On dirait que j'aurai des visiteurs plus tôt que prévu. » Charles observa, perplexe, tandis qu'Aïssa rangeait son téléphone et vidait les poches de son uniforme. Des clés, un paquet de chewing-gum, un mouchoir usagé. Rien d'autre. Pas de bracelet en diamant. Satisfait, demanda-t-elle, montrant ses mains vides. Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit, insistante, résonnant dans le manoir comme un présage. Aïssa se dirigea vers la porte avec une assurance qui laissa Charles déconcerté. « Excusez-moi, monsieur Beaumont, mais j'ai l'impression que notre conversation ne fait que commencer. » Alors qu'elle ouvrait la porte, Charles réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé la femme qui nettoyait sa maison depuis 8 mois. Ses pas semblaient calculés, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer, comme si cette accusation n'était pas une surprise, mais le moment qu'elle attendait patiemment. Des voix s'élevèrent du couloir, certaines en anglais, d'autres en espagnol. Charles fronça les sourcils, tentant de comprendre combien de personnes Aïssa avait laissé entrer. Et pourquoi avait-elle les clés pour le faire? Monsieur Beaumont, appela-t-elle depuis l'entrée, avec une autorité nouvelle, pourriez-vous nous rejoindre dans le salon? Nous avons beaucoup à discuter. Pour la première fois depuis des décennies, Charles Beaumont sentit qu'il n'avait plus le contrôle. Aïssa semblait orchestrer chaque instant avec une précision qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans le salon, il trouva un groupe de personnes qu'il n'avait pas autorisées à entrer. 3 femmes noires, d'âge varié, étaient assises sur son canapé en cuir italien. Un homme en costume impeccable rangeait des documents sur la table basse. « Que se passe-t-il ici ?» explosa Charles. « Aïssa, qui sont ces gens et comment sont-ils entrés dans ma maison? Permettez-moi de vous présenter, répondit Aïssa calmement. Voici Madame Sow, qui a travaillé pour vous il y a 2 ans, Madame Ndiaye, qui n'est restée que 6 mois, et Madame Keta, qui a nettoyé cette maison pendant 4 ans avant d'être accusée d'avoir volé une bague, retrouvée plus tard dans la voiture de votre femme. Charles sentit son sang se glacer.
Il se souvenait vaguement de ces femmes, des employés licenciés pour suspicion de vol, partis sans référence, leur réputation brisée. Et lui, poursuivit Aïssa en désignant l'homme en costume, c'est le docteur Samuel Diallo, avocat spécialisé en droit du travail et discrimination raciale. Samuel se leva, tendant une main que Charles ignora. Monsieur Beaumont, au cours des 8 derniers mois, ma cliente Aïssa Diallo a documenté un schéma de comportement discriminatoire et d'accusations mensongères contre les employés noirs de cette maison. C'est ridicule, s'écria Charles. J'ai le droit de protéger ma propriété. Si des objets disparaissent et que ces personnes sont les seules à y avoir accès, il est évident que... Que quoi? L'interrompit Aïssa, sa voix chargée d'une rage contenue. Que les femmes noires sont naturellement des voleuses? Que nous ne méritons pas le bénéfice du doute? Madame Sow, une femme d'une 60aine d'années, prit la parole. Vous m'avez accusé d'avoir volé 500 $ dans votre bureau. Vous avez dit que j'étais typique de ma race. J'ai perdu mon emploi, ma maison presque, parce que personne ne voulait m'embaucher. J'ai retrouvé l'argent une semaine plus tard, murmura Charles, évitant son regard. Dans la poche de mon manteau. Mais vous ne m'avez jamais rappelé, poursuivit Madame Sow. Vous ne vous êtes jamais excusé. Aïssa s'approcha de la fenêtre, observant le jardin impeccable. Pendant 8 mois, elle avait travaillé dans cette maison non seulement comme femme de ménage, mais comme enquêtrice. Diplômée en journalisme d'investigation, elle avait perdu son emploi dans un journal local en enquêtant sur les pratiques discriminatoires de l'élite de Seattle. Réduite à ce travail pour survivre, elle avait découvert que Charles Beaumont était le parfait sujet pour ses investigations. « Savez-vous ce qui m'a d'abord alerté, monsieur Beaumont ?» dit-elle en se retournant. « C'était votre conversation téléphonique avec votre avocat, où vous riez de la facilité avec laquelle vous pouviez vous débarrasser de vos employés noirs. Ou peut-être celle avec votre comptable, où vous disiez que les pertes mystérieuses étaient une excuse parfaite pour licencier. » Samuel ouvrit un dossier, étalant des documents. Aïssa a enregistré des conversations, photographié des preuves, recueilli des témoignages. Nous avons des dossiers sur 12 employés noirs licenciés pour de fausses accusations au cours des 5 dernières années. Vous ne pouvez rien prouver, balbutia Charles, sa voix tremblante. En fait, si, répondit Aïssa en brandissant son téléphone. Comme cette conversation où vous disiez avoir embauché une noire suspecte pour en faire un bouc émissaire. Son téléphone diffusa la voix de Charles. Cette Aïssa semble parfaite. Elle a l'air de quelqu'un qui volerait. Elle sera parfaite pour le prochain incident. Le silence qui suivit fut lourd. Charles tenta de se défendre. Le bracelet de ma femme a disparu. Vous ne pouvez pas nier. Aïssa s'approcha de la cheminée et prit un objet derrière un cadre photo, le bracelet en diamant. Il était là où votre femme l'a laissé, hier soir, avant son bain. Je l'ai trouvé ce matin, mais j'ai décidé d'attendre pour voir jusqu'où vos préjugés vous mèneraient. Charles s'effondra dans un fauteuil. Pendant 8 mois, il avait sous-estimé Aïssa, la traitant comme une employée jetable. Maintenant, face à ses preuves et à sa détermination, il comprit qu'il était piégé par ses propres préjugés. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit-il, tentant de reprendre le contrôle. « J'ai des avocats, des contacts dans la police, des juges. » Aïssa observa calmement tandis qu'il composait un numéro. Elle savait exactement qui l'appelait. « Paul, c'est Charles Beaumont. J'ai besoin de toi immédiatement. Des gens portent des accusations absurdes. » Son visage pâlit à la réponse. « Comment ça, tu ne peux pas me représenter? Conflit d'intérêts? » Samuel sourit. « Mon cabinet représente déjà Aïssa et les autres femmes. Tout avocat qui prendrait votre dossier aurait des problèmes éthiques. » Charles tenta d'appeler d'autres contacts, mais tous se défilèrent. En 15 minutes, il était isolé. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, désespéré. Aïssa s'approcha de la bibliothèque, effleurant les livres coûteux. « Pendant 8 mois, je vous ai étudié. Chaque appel, chaque nom, chaque faveur. J'ai découvert que vous passiez vos appels compromettants le jeudi matin, pendant que je passais l'aspirateur. » Elle posa des enregistreurs sur la table. 8 mois de conversation, manipulation de contrats, pot de vin, spéculation immobilière. Madame Keta prit la parole. Aïssa m'a contacté il y a 6 mois. Elle savait que j'étais innocente et avait un plan. Samuel ajouta, Aïssa est une journaliste d'investigation diplômée de Columbia, spécialisée dans la corruption de l'élite. Elle a pris ce travail pour vous approcher. Charles réalisa son erreur.
Il avait traité une journaliste comme une simple employée. Aïssa montra son téléphone, une diffusion en direct suivie par 15 000 personnes, grimpant à 22 000. Mes abonnés, des journalistes et militants, savent reconnaître une histoire importante. Charles tenta de stopper la diffusion, mais Samuel l'en empêcha. Toute interférence sera considérée comme une intimidation de témoins. Vous avez ruiné ma réputation, cria Charles. 20 ans de travail détruits en un après-midi. Non, répondit Aïssa. Vous avez ruiné votre réputation avec des années de racisme et de cruauté. Nous l'avons simplement révélé. Madame Sow brandit une enveloppe. Aïssa m'a aidé à vous poursuivre pour licenciement abusif, diffamation et discrimination. Avec ces preuves, l'affaire est gagnée. Les autres femmes confirmèrent leur intention de poursuivre. Le téléphone de Charles vibrait, partenaires, associés, médias. Harrison Property recevait des appels, 3 contrats étaient annulés. La sonnette retentit à nouveau. 2 détectives entrèrent. Monsieur Beaumont, nous devons discuter d'irrégularités dans des contrats municipaux. Nous avons un mandat. Charles murmura, comment avez-vous orchestré tout cela? Aïssa ajusta son chemisier. C'est simple. Vous m'avez sous-estimé à cause de vos préjugés. Pour vous, j'étais invisible, ignorante, jetable. L'ironie, c'est que si vous m'aviez connue, vous auriez vu que j'étais la dernière personne à défier. 6 mois plus tard, Aïssa occupait un bureau au 22e étage de Seattle, directrice des enquêtes au Seattle Herald. Son histoire sur Charles Beaumont était devenue un symbole national de lutte contre la discrimination. Son livre, Invisible par intention, Comment l'élite perpétue le racisme, était un best-seller. Elle avait remporté un Pulitzer. Charles, lui, errait dans les bureaux presque vides de son entreprise. Sur 87 propriétés, il n'en contrôlait plus que 12. Il faisait face à des accusations de fraude, corruption et discrimination. Madame Sow avait lancé une entreprise de nettoyage, Madame Ndiaye était devenue infirmière, et Samuel avait élargi son cabinet. Dans un appartement modeste, Charles regardait un reportage sur Aïssa, honorée à la mairie. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La réponse était simple, ses préjugés l'avaient rendu vulnérable à ceux qu'il avait tenté de rendre invisible. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'intelligence et la détermination transforment l'injustice en triomphe. La meilleure vengeance n'est pas de s'abaisser, mais de s'élever si haut que vos oppresseurs deviennent insignifiants.